Chapitre 13, terminal S. Ce chapitre va vous permettre de réaliser une étude mécanique de système, non pas en exploitant la deuxième loi de Newton, mais par une méthode énergétique. Dans cette première capsule, nous nous concentrons sur la définition de la notion de travail de force. Alors, le travail d'une force, c'est une grandeur énergétique. C'est une grandeur munie d'un signe. C'est une grandeur algébrique. Donc ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Et le travail d'une force, c'est une quantité d'énergie, donc en joules, qui va être fournie à un système qui subit une force lorsqu'il se déplace. Le travail de la force, ça vient de l'anglais, va se noter W comme work. Vous remarquerez que ce n'est pas un vecteur, il n'y a pas de flèche au-dessus. Le travail W d'une force, donc d'un vecteur force, entre un point A et un point B, ça c'est pour un déplacement du point d'application de la force, sera qualifié de moteur s'il est positif et sera qualifié de résistant s'il est négatif. Donc une force dont le point d'application se déplace entre deux points A et B et qui s'exerce sur un système va soit fournir de l'énergie, soit retirer de l'énergie à un système. Comme la grandeur est algébrique, si on fournit une énergie positive, la quantité d'énergie globale du système augmente. C'est dans ces cas-là qu'on emploie le qualificatif moteur. Par exemple, si vous laissez tomber un objet, le travail du poids pour la descente de cet objet vers le sol est un travail moteur. En revanche, si le travail d'une force est négatif, on le qualifie de résistant parce qu'à ce moment-là, on ajoute une énergie négative à un système, c'est-à-dire on lui retranche de l'énergie, on lui prend de l'énergie. La quantité d'énergie d'un système qui va être soumis à une force dont le travail est résistant sera par exemple la résistance de l'air. Si vous courez, si vous faites du vélo, vous sentez bien que la force de frottement qui s'exerce sur vous travaille et vous empêche d'avancer plus vite, donc vous retire de l'énergie. Dans le paragraphe 2, on va voir comment on fait pour calculer la valeur du travail d'une force, ce nombre de joules, positif ou négatif. Le travail d'une force, vous apprendrez à le calculer uniquement dans le cas particulier où cette force est vectoriellement constante, c'est-à-dire où le vecteur force qui s'exerce sur un système, nous ferons des cas particuliers après, est toujours de même direction, de même sens et de même norme. Alors dans ce cas-là, la définition physique du travail d'une force dont le point d'application se déplace entre un point A et un point B, c'est l'outil mathématique, c'est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement AB. C'est-à-dire, et là je vous renvoie vers votre cours de mathématiques, c'est le produit de la norme du vecteur force par la norme du vecteur déplacement et par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. On va donc l'écrire F fois AB fois cosinus alpha, où alpha représente l'angle entre le vecteur force qui s'exerce sur un système et le vecteur déplacement de son point d'application. Vous remarquerez, et j'insiste, que dans cette écriture, F étant une norme, c'est un nombre, AB étant une norme, c'est également un nombre, le cosinus de l'angle alpha, c'est également un nombre, donc le travail, WAB, c'est bien un nombre, c'est une grandeur algébrique. Cette grandeur algébrique a un signe qui va dépendre de la valeur de l'angle alpha. Cette quantité d'énergie, ce travail qui est donc échangé, soit donné au système quand c'est moteur, soit repris au système quand c'est résistant, s'exprime en joules, à la condition que la norme de la force mise en jeu soit en newton, et la distance AB dont se déplace son point d'application en mètres. Pour un angle alpha compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif, donc le travail de la force sera moteur. Un exemple, vous avez un déplacement ici d'un vecteur force qui s'exerce sur un système entre un point A et un point B. Cette force est dirigée vers la droite avec un angle alpha,
dans le sens du mouvement, donc intuitivement on comprend bien que la force va fournir de l'énergie au système qui va de gauche à droite. Vous avez ici un angle alpha qui est compris entre 0 et pi sur 2, voilà une situation où le travail de la force qui va se déplacer sera moteur. Si l'angle alpha vaut pi sur 2, c'est un cas particulier, cosinus pi sur 2 est égal à 0, et à ce moment-là, la force ne travaille pas. On retombe sur des connaissances de seconde. On avait appris en seconde que un système soumis à une force perpendiculaire au déplacement ne modifie pas sa vitesse. Ici, ça ne modifie pas son énergie cinétique, par exemple, il n'y a pas de transfert d'énergie lorsqu'une force s'exerce sur un système perpendiculairement à un déplacement. Dernier cas de figure, si l'angle alpha est compris entre pi sur 2 et pi, le cosinus alpha en mathématiques est alors négatif, et dans ce cas, vous aurez un travail qui sera résistant. C'est assez intuitif, à ce moment-là, si l'angle alpha est plus grand que pi sur 2 pour un déplacement du pan d'application de A vers B, si la force est dirigée ici vers l'arrière, le système va perdre de l'énergie, le travail de la force sera négatif et qualifié de résistant. L'animation qui vous est présentée ici n'est valable que pour évaluer le travail d'une force vectoriellement constante. Dans ce cas, ici, je peux choisir un trajet, l'intensité de la force et l'angle. Alors un cas très simple, pour une intensité de 10 newtons et un angle de 0 degré, on peut modéliser le déplacement du point M, c'est le système entre le point A et B, et à droite, vous avez vu croître ici la grandeur WAB, donc le travail de la force F entre le point A et le point B, qui est calculé comme étant égal à 10 joules. Alors pourquoi 10 joules? Parce que le travail de la force entre A et B, c'est la norme de la force, donc ici, 10 newtons, fois la valeur de AB, à l'échelle, vous avez ici 100 cm, donc 1 mètre, et 1 fois 10, ça fait bien 10 joules. On peut réaliser la même simulation en augmentant l'intensité de la force, sans changer le trajet. Si une force maintenant de norme 15 newtons s'exerce sur un système qui se déplace entre un point A et un point B, le travail de la force se calcule donc toujours par le produit scalaire, donc par le produit de la norme de F par la norme de AB par le cosinus de l'angle. Ici l'angle étant resté à 0, cosinus 0 ça fait 1, donc on fait la norme de F 15 fois la norme de AB 1, ça doit faire 15 joules. Vérification. Sur le trajet 1, le point M se déplace, vous voyez à droite la barre qui monte, le travail, donc l'énergie qui est transférée par cette force au système est cette fois de 15 joules. Le système M a gagné 15 joules au cours de son déplacement par l'action de cette force vectoriellement constante F. Vérifions l'influence de l'angle. Le cas particulier d'un angle droit nous a montré tout à l'heure que lorsqu'une force était perpendiculaire au déplacement d'un système, cette dernière ne travaillait pas. Ici dans l'animation, si on exerce une force perpendiculairement au segment AB, on observe sur ce trajet 1 qu'il n'y a pas d'énergie échangée. Le travail est nul. Aucun accroissement, aucune perte d'énergie par le système. Simulation d'un travail résistant, toujours avec une intensité de 15 newtons pour la force qui s'exerce sur le système M entre le point A et le point B. On va simuler une force dont l'angle est ici, l'angle alpha de 115 degrés, donc une force qu'on va orienter vers l'arrière. On ressent que cette force va s'opposer au mouvement et donc qu'elle va résister, qu'elle va retirer de l'énergie au système. Vérification. Dans l'animation ici, la barre est rouge. Le travail de la force F entre le point A et le point B, c'est un nombre. Il est algébrique ici, c'est bien négatif, c'est moins 6,3 joules. Un travail inférieur à 0, c'est un travail résistant. Le système M a perdu 6,3 joules lors de son déplacement entre le point A et le point B.
L'exemple de force vectoriellement constante à votre programme, c'est évidemment le poids du système. Lorsqu'une force vectoriellement constante s'exerce sur un système, cette force, vous le verrez dans le paragraphe suivant, conserve l'énergie mécanique du système, on la qualifie donc de force conservative. On dira alors que son travail entre deux points A et B ne dépend pas de la trajectoire, ne dépend pas du chemin suivi. Je vous remontre une animation et on démontre cette affirmation dans le paragraphe 3.2. Dans cette animation, pour modéliser le travail du poids du point M, j'ai simulé un angle de moins 90 degrés pour que la force soit verticale vers le bas, et j'ai descendu le point B ici de 3 cm par rapport au point A pour simuler une chute. Pour un trajet qui serait direct, le travail du poids, ici modélisé par le vecteur F, serait donc de 3 joules. Pourquoi 3 joules? La descente est de 3 cm. Le travail du poids, on va le démontrer, ne dépendant pas du chemin suivi, il ne va dépendre que de la différence d'altitude entre le point A et le point B. Si vous faites 3 cm mis à l'échelle, donc ça fait 30 cm, 0,3 m, 0,3 multiplié par 10, ça fait bien 3 joules. Le travail du poids pour une chute est moteur. Il est intéressant, par exemple en refaisant l'expérience avec un trajet quelconque, de vérifier que, comme une feuille qui serait portée par le vent, le travail du poids pour un chemin quelconque, du moment qu'on connaît l'état initial et l'état final, ne change pas. C'est toujours 3 joules, car pour aller de A en B, on descend de 3 cm. Cette force conservative ne dépend pas du chemin suivi, son travail, ici moteur, ne dépend que de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée. La démonstration repose sur des connaissances de mathématiques de première S, il suffit de calculer le produit scalaire entre le vecteur poids, ici, et le vecteur déplacement, AB. Alors dans un repère cartésien OX, OY, A a pour coordonnées XA, YA et B, XB, YB, le vecteur poids qui vaut MG a pour coordonnées horizontales 0, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses, et pour coordonnées verticales, moins mg, puisqu'il est vers le bas, alors qu'on a choisi un repère vers le haut. Comment on fait pour calculer le produit scalaire P scalaire AB? P scalaire AB, c'est donc le travail du poids s'exerçant sur un système qui se déplace d'un point A à un point B. On multiplie, ligne par ligne, les coordonnées de chaque vecteur intervenant dans le produit scalaire. Donc le produit scalaire PAB, c'est-à-dire le travail du poids entre le point de départ A et le point de départ B, ça va être 0 fois XB moins XA, donc 0, plus moins MG fois YB moins YA, donc plus MG YB moins YA ou moins MG YB moins YA. Si on distribue, moins mg fois yb, ça fait mg fois ici moins yb, et moins mg fois moins yk, ça fait plus mg yk. On reconnaît ici yk moins yb, c'est quoi? C'est la hauteur qui est ici. La hauteur qui est ici, si on l'appelle h, c'est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Et on retrouve bien, quel que soit le chemin suivi en fait par le système en chute, que le travail du poids ne dépend que de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée, donc de la différence d'altitude, de la dénivellation, et le travail du poids, il est égal à mgh. Ça, c'est une formule classique qu'il faut savoir redémontrer et savoir maîtriser. Intuitivement, si h est positif, le travail sera moteur, donc si yk est plus grand que yb, c'est une chute. Si h est négatif, c'est-à-dire si yk moins yb est négatif, donc si le point A est en bas et si le point B est en haut, c'est une remontée, le travail sera résistant.